Chapitre 12. Si seulement j'avais su que le tempérament d'une personne influe grandement sur son comportement. Chaque humain est unique. C'est une réalité que personne ne conteste. Mais comment cela se traduit-il concrètement? Personnellement, j'aurais aimé savoir avant de me marier que ces traits de caractère qui font de nous des êtres uniques auraient un tel impact sur notre vie de couple. Avant d'épouser Caroline, je me disais qu'il serait merveilleux de me lever tous les matins pour prendre mon petit déjeuner avec elle. Mais après notre mariage, j'ai découvert qu'elle n'était pas du matin. Le petit déjeuner n'était pas son truc. En réfléchissant, je me suis rappelé que pendant nos fréquentations, elle m'avait dit une fois: ne me téléphone pas le matin, je ne réponds pas de mes paroles ou de mes actes avant midi. À l'époque, j'ai pris cela pour une plaisanterie et j'ai ri de bon cœur. En fait, je ne l'ai jamais appelée le matin parce que j'étais occupée à mes propres affaires. Cependant, une fois mariée, j'ai découvert qu'elle m'avait parlé sérieusement. Le rêve d'un petit déjeuner romantique en compagnie de mon épouse a volé en éclats dès le premier mois de notre vie à deux. J'ai dû m'habituer à déjeuner seule, avec le chant des oiseaux comme bruit de fond. De l'autre côté, avant notre mariage, Caroline s'imaginait qu'entre 22 et 24 heures, nous aurions le temps de faire des tas de choses. Elle pensait que nous pourrions lire ensemble des livres et en discuter, regarder des films, jouer à des jeux de société stimulants pour le plan intellectuel, ou nous entretenir de grandes questions existentielles. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon moteur physique, émotionnel et intellectuel s'arrêtait vers 22 heures. Après cette heure-là, ma capacité à tenir une conversation intéressante diminuait grandement. Il est vrai que pendant la période des fréquentations, nous étions souvent ensemble jusqu'à minuit. Mais à ce moment-là, j'étais portée par l'euphorie que procure le sentiment amoureux. Le plaisir que j'avais de me trouver en compagnie de celle que j'aimais et de faire des choses avec elle me maintenait en mouvement. Et elle était loin de penser que les choses changeraient après le mariage. Nous ignorions tous les deux qu'il y a des personnes du matin et des personnes du soir. Les premières se réveillent en pleine forme et sautent hors du lit pour affronter la journée avec joie, tandis que les secondes se recroquevillent sous la couette et se disent: il ou elle doit quand même exagérer un peu, personne ne peut être aussi enthousiaste tôt le matin. En fait, le moment préféré de la personne du soir commence à 22 heures. C'est à ce moment-là qu'elle aime lire, peindre, jouer à des jeux de société et faire des choses qui demandent de l'énergie, alors que la personne du matin n'en a plus. Cette différence de tempérament peut avoir un profond impact sur la vie sexuelle du couple, car la personne du matin désire aller au lit à 22 heures, se blottir contre son époux, son épouse, et avoir des relations avec lui ou elle, tandis que la personne du soir dit: tu plaisantes, je peux pas me coucher si tôt. La personne du matin risque alors de se sentir rejetée et celle du soir se sentir contrôlée. Cela peut réellement conduire à des disputes et causer des frustrations. Y a-t-il de l'espoir pour de tels couples? Oui, certainement. S'ils choisissent de respecter leurs différences et de trouver une solution qui convient à chacun. Par exemple, la personne du soir peut accepter d'avoir des relations sexuelles à 22 heures. Si la personne du matin lui permet de quitter la chambre ensuite pour retourner à ses occupations jusqu'à minuit. Cependant, si la personne du matin insiste pour que la personne du soir reste au lit après l'acte conjugal, celle-ci pourra se sentir dominée et contrôlée, et cela engendrera chez elle de la frustration. Une personne qui est du matin ne deviendra jamais quelqu'un du soir, et vice-versa. Cela fait partie du tempérament propre à chacun. Certes, nous pouvons nous forcer à être alertes à des heures qui ne sont pas les nôtres, mais cela nous demandera toujours un effort. Si Caroline et moi avions compris avant le mariage que je suis quelqu'un du matin et qu'elle est du soir, et si nous avions profité de la période des fréquentations pour discuter de cette différence de tempérament, nous nous serions évité bien des souffrances. Je ne me serais pas sentie rejetée parce qu'elle ne prenait pas son petit déjeuner avec moi, et elle ne se serait pas sentie dominée parce que j'insistais pour qu'elle se couche vers 22 heures. Oui, je regrette que nous n'ayons pas été conscients de cette réalité avant le mariage, car le caractère influe grandement sur le comportement.
Optimiste ou pessimiste? Considérons une autre différence de tempérament dont les couples ne sont généralement pas conscients avant le mariage. Le caractère pessimiste et le caractère optimiste, qui sont d'ailleurs facilement attirés l'un vers l'autre. L'optimiste voit le verre à moitié plein, le pessimiste le voit à moitié vide. L'optimiste voit les possibilités, tandis que le pessimiste voit les problèmes. Pendant les fréquentations, nous partons du principe que l'autre considère le monde de la même manière que nous. Chacun étant sous le charme, nous cherchons à nous faire mutuellement plaisir, et cette différence de tempérament peut rester cachée. L'optimiste a plus tendance à prendre des risques parce qu'il est convaincu que tout ira bien. Prenons un exemple. Un jeune homme de ce tempérament propose à sa fiancée de faire une sortie à moto. Si celle-ci est de nature pessimiste, elle n'aime pas les activités à risque, car elle s'imagine toujours le pire scénario. Par conséquent, cette idée ne l'enthousiasme pas. Mais puisqu'elle admire son fiancé et qu'elle lui fait confiance, elle est prête à faire avec lui des choses qu'elle n'aurait jamais faites d'elle-même. Et le jeune homme est enchanté de fréquenter une fille qui aime l'aventure. Cependant, il ne se rend pas compte que pour l'accompagner dans certaines de ses activités, elle dépasse de loin ce qu'elle peut supporter en temps normal sur le plan émotionnel. 2 ans après le mariage, lorsqu'il lui propose d'aller faire de l'escalade, elle refuse catégoriquement. Non seulement cela ne lui fait absolument pas envie, mais elle ne veut pas non plus qu'il y aille, que ce soit seul ou avec des amis. Elle s'imagine déjà devoir finir ses jours veuve et ne peut pas comprendre comment il peut être prêt à prendre un tel risque. Lui, de son côté, est complètement surpris par sa réaction et se demande ce qui est arrivé à son esprit d'aventure. Pourquoi est-elle devenue aussi rabat-joie, se dit-il. Comme ils n'ont pas pris soin de parler de leurs différences de tempérament avant le mariage, ils se retrouvent entraînés dans un conflit qui ne comprennent ni l'un ni l'autre. En réalité, ils sont tout simplement eux-mêmes un optimiste et une pessimiste. Mais le problème, c'est qu'ils ne se connaissent pas sous cet angle avant de se marier. Durant la période des fréquentations, ils étaient aveugles par l'euphorie du sentiment amoureux. Mais s'ils avaient discuté de ce point, ils se seraient rendus compte qu'elle ne l'accompagnerait jamais faire de l'escalade ou de parapente et que s'il voulait pratiquer ces sports, il subirait une forte opposition de sa part. Il y a de grandes chances que pour cette différence de caractère engendre aussi des désaccords dans le domaine de la gestion financière. L'optimiste aura tendance à être un investisseur audacieux. Il sera prêt à prendre des risques élevés si cela peut lui rapporter beaucoup. Son épouse, quant à elle, préférera peut-être investir dans des marchés plus stables et plus sûrs. Si le mari se lance dans un investissement à haut risque, cela leur causera quelques insomnies. Et si l'opération tourne mal, sa femme lui reprochera d'avoir agi de façon imprudente avec leur argent. Lui, de son côté, lui en voudra de ne pas le soutenir dans ses projets et lui reprochera de les priver du succès. Pour éviter les tensions liées à ces différences de tempérament, il est nécessaire que l'un et l'autre cherchent à se comprendre, acceptant le fait qu'ils sont différents et ne se condamnent pas pour ce qu'ils sont. Ensuite, il est important qu'ils trouvent un consensus, une solution qui satisfasse chacun. Dans le domaine de l'investissement financier, par exemple, le couple pourra décider de commencer par un placement sûr. Puis, ils pourront se mettre d'accord sur une somme à investir dans un placement à risque. Mais elle devra accepter de ne pas lui faire toutes sortes de reproches s'il perd tout. Et si l'investissement réussit, elle le félicitera et se réjouiront ensemble. Vous éviterez de nombreuses disputes inutiles au sujet de la gestion des finances si vous parvenez à vous mettre d'accord sur ces questions avant de vous marier. Et ce principe est valable dans de nombreux autres domaines susceptibles de faire ressortir les différences de tempérament. Car dans bien des situations, l'optimiste et le pessimiste n'auront pas le même avis sur ce qui convient de faire. Il est essentiel de faire preuve de compréhension, d'acceptation et de souplesse l'un envers l'autre, si l'on veut pouvoir construire un mariage qui tient le coup. Ordonné ou désordonné? Ensuite, il y a d'un côté les personnes amoureuses, de l'ordre et de la propreté, et de l'autre les personnes désordonnées.
Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi désordonné que Ben, déplora Alicia. Combien d'épouses ont dit cela de leur mari à peine une année après le mariage? Notons qu'avant qu'ils s'unissent pour la vie, ce trait de caractère de son époux ne l'avait jamais dérangé. Oh, elle avait probablement remarqué que sa voiture était sale ou que son appartement n'était pas aussi bien rangé qu'elle l'aurait voulu. Mais elle s'était dit, Ben est plus décontracté que moi. C'est bien, ça me plaît. J'ai besoin d'être un peu moins rigide. Ben, de son côté, la trouvait merveilleuse. N'est-ce pas formidable qu'elle soit toujours aussi ordonnée, pensa-t-il. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter de tout ranger, puisque maintenant, c'est elle qui s'en occupe. Cependant, 3 ans plus tard, elle l'accablait de reproches et lui rétorquait. Je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves autant alors que j'ai juste laissé un peu de vaisselle sale dans l'évier. En ce qui concerne l'ordre, certaines personnes adoptent la devise une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. D'autres, en revanche, ne voient pas la nécessité de ranger leurs outils ou leurs habits, par exemple. Ils pensent, après tout, j'en aurai peut-être encore besoin dans 1 ou 2 semaines. Ou ils se disent, pourquoi est-ce que tu perds ton temps à ramasser les vêtements sales tous les jours? Laisse-les par terre jusqu'à ce que tu fasses la lessive. Ils ne vont pas s'envoler, ça ne dérange pas de les voir traîner. Oui, dans ce domaine aussi, nous ne sommes pas tous pareils et nous avons du mal à comprendre pourquoi l'autre ne voit pas les choses comme nous. Cette différence de tempérament se remarque facilement, mais il est important de ne pas se voiler la face pendant la période des fréquentations. Regardez dans quel état se trouve son appartement ou sa voiture et vous saurez vite s'il est ordonné ou pas. Observez sa cuisine et sa salle de bain et vous comprendrez ce qu'il en est pour elle ou pour lui. Si vous vous ressemblez sur ce point, soit vous aurez un appartement impeccable, soit vous serez obligé d'enjamber tout ce qui traîne par terre pour traverser chaque pièce. Mais vous serez tous les deux heureux. Si en revanche, vous êtes différents, c'est le moment d'en discuter. Regardez la réalité en face et décidez des responsabilités de chacun. Cela vous permettra d'éviter des tensions après le mariage. Si elle accepte de ramasser le linge sale de son mari comme sa belle-mère le faisait quand il était étudiant, c'est bien. Cependant, si elle s'attend à ce qu'il prenne davantage ses responsabilités, alors il doit être prêt à changer, ou sinon, à demander à sa mère de venir ramasser son linge sale tous les jours. Il est certain que des solutions qui conviennent à chacun peuvent être trouvées. Mais c'est avant le mariage qu'il faudrait en parler. Loquace ou introverti. Les différences de tempérament se manifestent aussi dans le domaine de la parole. Certains parlent librement de tout, d'autres sont plus réfléchis, introvertis, et expriment moins facilement leurs pensées et leurs sentiments. Je compare souvent les premiers à un ruisseau qui babille et les seconds à la mer morte. La mer morte partagée entre Israël, la Jordanie et la Cisjordanie est alimentée par les eaux du Jourdain, mais elle n'est reliée à aucun effluent. Bien des personnes sont parfaitement heureuses de ne pas parler de tout ce qu'elles ont pu avoir comme pensée et comme réflexion dans une journée, ainsi que le tout ce qu'elles ont pu vivre. Elles disposent d'un grand réservoir de stockage. Et si vous leur dites qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne dis rien ce soir? Elles vous répondront probablement tout va bien. Qu'est-ce qui te fait penser le contraire? Ce faisant, elles seront tout à fait honnêtes, car elles n'ont simplement pas besoin de parler. Pour d'autres, ce qui entre par l'œil ou par l'oreille ne peut faire autrement que de ressortir par la bouche. Et généralement, cela en prend moins d'1 minute. Peu importe ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent, il faut qu'ils en parlent. Et s'il n'y a personne à la maison, ils téléphoneront à quelqu'un et diront tu ne sais pas ce que j'ai entendu. Ces personnes n'ont aucune capacité de stockage. Tout ce qu'elles vivent doit être exprimé et raconté. Souvent, un introverti, mère morte, épouse une personne loquace, un ruisseau qui babille. Avant le mariage, ces différences semblent attirantes. Celui qui est plutôt introverti a le sentiment qu'il peut se détendre. Il n'a pas à se demander comment vais-je faire pour engager ou entretenir la conversation.
Tout ce qu'il doit faire, c'est de s'asseoir et de dire oui, oui. La personne loquace, tant qu'à elle, remplira la soirée. Elle est très attirée par la personne introvertie, car celle-ci saura vraiment l'écouter. Cependant, 5 ans après le mariage, elle se dira peut-être: cela fait 5 ans qu'on est mariés et je ne le connais pas. Il lui dira: je la connais trop bien, j'aimerais bien qu'elle se taise et me laisse un moment de répit. Cette différence se remarque aussi dans la façon dont chacun raconte une histoire. La personne loquace a tendance à décrire les choses comme une artiste qui dépeint un tableau. Si elle relate un événement, elle le fera avec beaucoup de détails et de soin. Par exemple, elle vous dira si le temps était couvert, le soleil brillait. Elle vous expliquera dans quelle direction soufflait le vent, vous dépeindra la couleur qu'avaient les fleurs ou le côté ou sur le côté plutôt, et le nombre de personnes qui discutaient autour de, je sais pas, de la place de parking. L'introverti, en revanche, a tendance à s'en tenir aux faits. S'il raconte la même expérience, il le fera plus courtement et avec moins de détails. Il ira directement à l'essentiel, tout simplement. Les gens qui ont ce tempérament sont concis. Dans un couple, celui qui parle peu aura souvent de la peine à écouter le récit long et extrêmement détaillé de la personne plus loquace. Il risquera de l'interrompre en disant: tu ne pourrais pas en venir au fait. Et à l'inverse, quand la personne loquace l'écoutera raconter tel ou tel événement, elle posera souvent des questions pour obtenir davantage de détails, pour pouvoir mieux s'imaginer la scène. Ces différences de caractère ne disparaîtront probablement pas avec le temps. Il n'y a pas un tempérament qui soit mieux que l'autre. Cependant, si vous êtes conscient de ces réalités avant le mariage, vous n'essayerez pas vainement de vous changer mutuellement après. La mer morte ne deviendra jamais un ruisseau qui babille. Ainsi, si vous avez épousé un homme introverti, vous devez accepter de vivre avec quelqu'un qui n'exprime pas facilement tout ce qu'il pense et ressent. La plupart des introvertis sont ouverts aux questions et prêts à parler si on les invite. Ce n'est pas volontairement qu'ils retiennent l'information, mais ils ne ressentent tout simplement pas le besoin de faire part aux autres de leurs pensées, de leurs sentiments et de leur expérience. Si un mari peut écouter volontiers le flot de paroles qui sort de la bouche de sa femme ou vice-versa, il aspirera aussi à des moments de silence. C'est pourquoi il se retirera parfois pour vaquer seul à ses occupations. Dans ce cas, il faudra que son épouse comprenne qu'il ne la rejette pas, mais qu'il a simplement besoin de calme. Lorsque la question de ces différences de personnalité est abordée avant le mariage, elle risque moins de causer des problèmes après. Phlegmatique ou dynamique? Certains lisent l'histoire et d'autres la font, dit un proverbe. Souvent dans un couple, ces deux types de tempéraments sont représentés. Pour la personne dynamique et entreprenante, chaque journée est une nouvelle occasion de poursuivre ses objectifs. Elle fonce pour obtenir ce qu'elle veut et ce qu'elle croit être juste, ou encore pour faire en sorte que les choses se passent comme elle pense qu'elles doivent se passer. Elle utilisera tous les moyens, retournera chaque pierre et fera tout ce qui est humainement possible pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés dans sa vie. La personne plutôt flegmatique aura quant à elle tendance à réfléchir, à analyser les choses, à envisager les différentes éventualités et à attendre qu'une chose qu'elle désire se produise. Sa devise sera: tout vient à point à celui qui sait attendre. Avant le mariage, ces traits de caractère donnent l'impression que le couple est complémentaire. La personne dynamique trouve qu'il est apaisant d'être en compagnie de quelqu'un de plus calme, de plus détendu et de plus paisible. Elle apprécie le tempérament posé, équilibré et prévisible de son conjoint. Et de son côté, celle qui est d'un caractère plutôt flegmatique aime être en compagnie de quelqu'un qui prend les initiatives et qui fait des projets. Elle admire les talents de l'autre et se réjouit de ce qu'il ou elle arrive à faire. Mais là encore, après le mariage, le couple découvre que ces différences provoquent des conflits. La personne dynamique cherche sans cesse à pousser son conjoint ou sa conjointe à l'action. Allez, on peut y arriver, répète-t-elle.
En revanche, le phlegmatique persiste à dire: il vaut mieux qu'on attende. Peut-être qu'une meilleure solution se présentera plus tard. Ne t'énerve pas autant, tout va s'arranger. Peut-on prendre conscience de ces différences durant la période, des fréquentations? Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que généralement, on ne se donne pas la peine d'en parler. Car à ce stade, le phlegmatique a tendance à se conformer aux désirs de la personne dynamique. Pris par l'enthousiasme que procure le sentiment amoureux, il aime se lancer avec elle ou avec lui dans l'aventure. Il s'oppose rarement à ses idées. Quand ils arrivent ensemble dans un lieu public, il reste là, discute avec un ami et attend de voir ce qui lui réserve la soirée. Tandis que la personne entreprenante parcourt la salle du regard et prend les choses en main. Et dans la vie en général, elle lui demande souvent de faire ceci ou cela pour que les choses avancent. Mais parce qu'il l'aime, il se conforme à ses désirs. Peut-être est-il même fier d'avoir fait équipe avec une personne aussi pleine d'entrain. Ces deux tempéraments, même si, à la base, on ne peut pas dire que l'un vaille mieux que l'autre, risquent fort de provoquer des tensions après le mariage. Car une fois que l'enthousiasme suscité par la passion amoureuse du début a disparu, la personne passive s'oppose plus souvent aux initiatives de son conjoint, entreprenant qui, et elle, peut se sentir dominée. La personne fonceuse, quant à elle, peut se sentir frustrée et l'hésitation de son époux ou son épouse peut finir par l'agacer. Lorsque deux caractères aussi différents sont présents dans un couple, celui-ci peut malgré tout réussir son mariage. Mais il faut pour cela que chacun y mette du sien. Le fonceur doit se montrer compréhensif, prendre le temps d'écouter l'autre, lui exprimer ses réflexions et reconnaître qu'elles représentent même un atout pour leur vie à deux. Car il est toujours bon de réfléchir avant d'agir. La personne phlegmatique le fait beaucoup plus que le fonceur. Mais pour sa part, elle doit le laisser dépenser son énergie et le laisser agir avant qu'il ne soit trop tard. Si elle ne peut pas se lancer avec lui dans telle ou telle entreprise, elle peut malgré tout tirer à la même corde et l'aider. Ainsi, s'ils apprennent à se compléter l'un l'autre au lieu de s'irriter de ce qui les sépare sur le plan du caractère, ils pourront accomplir ensemble de grandes choses. Si, avant le mariage, vous pouvez ainsi apprendre à fonctionner en équipe, il y a plus de chances pour que vos différences deviennent un atout et non un handicap après. Rationnel ou intuitif? Certaines personnes ont un raisonnement extrêmement logique. En procédant par étapes, elles parviennent à une conclusion qui leur semble s'imposer. D'autres sentent, entre guillemets, tout simplement ce qu'il convient de faire dans une situation donnée. Elles ne peuvent pas vous dire pourquoi ni comment elles en sont arrivées à cette conclusion. Elles ont juste la conviction que c'est la bonne décision. Celui qui a tendance à réfléchir d'une manière logique met en avant la raison par laquelle pour lui ou pour elle, toute question doit être résolue. Eh bien, nous devons pouvoir expliquer tout ce que nous faisons. Si quelque chose n'est pas logique, nous devrions nous en abstenir. Et la personne intuitive, quant à elle, dit: nous n'avons pas besoin d'expliquer tout ce que nous faisons, car nous faisons parfois des choses simplement parce qu'elles nous font plaisir et nous ne savons pas pourquoi. Est-ce que j'ai toujours besoin de savoir pourquoi? Je veux pouvoir faire ceci ou cela juste parce que j'en ai envie. Avant le mariage, celui qui considère les choses sous l'angle de la logique peut être amoureux d'une personne qui se fie davantage à sa sagesse intuitive. Et celle-ci est peut-être fière d'aimer quelqu'un qui fait preuve d'un telle logique. Cependant, après le mariage, son côté intuitif et irrationnel finira par rendre fou le défenseur du raisonnement logique. Et elle se demandera comment elle a pu continuer à partager, comment elle peut continuer à partager sa vie avec quelqu'un d'aussi omnibulé par ce qui est raisonnable. Prenons un exemple. Écoute, la tapisserie n'est pas abîmée. Ce n'est vraiment pas la peine de la changer, dit un mari à sa femme. Tu ne comprends pas. Oui, je comprends, répond son épouse, mais je ne supporte plus cette couleur verte.
S'il a plutôt l'esprit logique, il aura du mal à concevoir qu'on puisse prendre des décisions basées sur un simple désir. Et elle, de son côté, ne pourra pas comprendre comment il peut rester à ce point prisonnier de son raisonnement. Ces différences de personnalité, de même que les autres, passent souvent inaperçues avant le mariage. Il est rare qu'on en parle. Pendant la période des fréquentations, les décisions sont généralement prises simplement parce que l'un et l'autre veulent se faire plaisir. Mais après le mariage, lorsqu'on est placé face à la réalité de la vie, ce désir de se faire mutuellement plaisir n'est plus aussi naturel. Quand les différences se manifestent, la personne qui est attachée à son raisonnement logique a tendance à faire pression sur l'autre pour la conduire à considérer les choses comme elle les voit. Mais cela revient à demander l'impossible, car la personne qui est plutôt intuitive ne considérera jamais la vie selon la logique de son époux ou son épouse. Si vous voulez forcer l'autre à rentrer dans votre moule, cela risque de provoquer bien des conflits. En fait, il vaut mieux reconnaître que l'une et l'autre de ces perspectives, celle de la logique et celle de l'intuition, permettent davantage d'avancer plutôt dans la vie. Au lieu de se focaliser sur la manière de parvenir à une conclusion, les conjoints devraient plutôt chercher à arriver à une conclusion qui les satisfasse chacun. Les principes abordés au chapitre 4 concernent la résolution des conflits, seront particulièrement utiles aux couples qui ont cette différence de tempérament. Organisé ou spontané? La personne organisée s'intéresse aux détails, tandis que la personne spontanée ne s'en préoccupe pas. Pardon. La première est habituée à planifier les choses. Elle peut par exemple passer des mois à préparer un voyage. Elle visite 3 sites Internet différents, cherche le meilleur billet d'avion, veille à ce que la voiture louée soit équipée d'un GPS, réserve les hôtels des semaines à l'avance et choisit avec le même soin les restaurants où ils prendront leur repas et les activités qu'ils pratiqueront. Et, bien entendu, elle veille à emmener l'équipement nécessaire. La personne spontanée, quant à elle, attend à la veille du voyage et dit: pourquoi est-ce qu'on n'irait pas au bord de la mer plutôt qu'à la montagne? Il fait tellement beau. À ce moment-là, celui qui aime que tout soit bien organisé s'effondre et les vacances deviennent pour lui une véritable épreuve. Avant le mariage, Stéphanie est impressionnée par les talents d'organisation de Julien. Tu vérifies le solde de ton compte en banque tous les jours? C'est incroyable. Mais après le mariage, le ton change. Tu veux vraiment que je note toutes mes dépenses? C'est impossible. Personne ne fait ça. Julien s'empresse alors de lui montrer le carnet où, pour sa part, il inscrit tout ce qu'il dépense. Selon lui, il s'agit simplement de se comporter d'une manière responsable. Il est aussi très organisé dans sa manière de ranger la vaisselle, dans le lave-vaisselle, les assiettes, de ranger la vaisselle, les verres, chaque chose à sa place. Stéphanie, elle procède comme si elle remplissait sa machine à laver le linge. Son objectif est de terminer au plus vite. Elle se dit que le lave-vaisselle fera le reste. Mais Julien ne manque pas de lui faire remarquer qu'à cause de sa manière de faire qui est désordonnée, des assiettes sont ébréchées et des verres sont fendus. Il m'a fallu quant à moi plusieurs années pour comprendre que Caroline ne remplirait jamais le lave-vaisselle à ma manière. C'était tout simplement pas son truc. Tous mes conseils restaient lettres mortes. Mais j'ai appris, à mes dépens, qu'il y avait plus important dans la vie que quelques plats fêlés, quelques verres cassés et quelques cuillères sales. Je l'ai laissée être elle-même et de son côté, elle a volontiers renoncé au remplissage du lave-vaisselle. Quand je n'ai pas le temps de m'en charger parce que je dois partir rapidement à une réunion, elle s'en occupe avec joie et j'accepte les conséquences. Pour reprendre notre exemple, Julien paie aussi les factures de façon très méthodique et ordonnée. Si les déplacements pour son travail durant quelques jours, il s'attend à ce que Stéphanie rassemble soigneusement les factures sur son bureau afin qu'il puisse les traiter à son retour.
Mais il y a de fortes chances pour qu'elle ne se souvienne pas de ce qu'elle a fait, du courrier, et pour qu'il retrouve les factures dans la voiture, par terre ou sous un coussin du canapé. Il ne comprendra alors pas comment son épouse peut être aussi négligente, et elle ne comprendra pas comment son mari peut être aussi exigeant. Cette différence de tempérament risque de créer de fortes tensions. Mais si l'un et l'autre sont attentifs, ils s'apercevront déjà pendant la période des fréquentations. Ils s'en apercevront déjà pendant la période des fréquentations. Malheureusement, là encore, beaucoup n'y prennent pas garde. Si l'organisateur se rend compte que celle qu'il aime est plutôt spontanée et peu attachée à l'organisation, aveuglée par l'amour, il s'enthousiasmera certainement pour ses idées spontanées et admirera ce trait de caractère différent du sien. Et si la personne spontanée remarque que celui qu'elle aime est particulièrement organisé, elle s'émerveillera probablement de ce trait de caractère qui lui fera peut-être même des compliments. Cependant, si l'un et l'autre sont réalistes et reconnaissent que cette différence de tempérament risque de provoquer des tensions, ils pourront en discuter et réfléchir à la manière dont ils géreront ces conflits une fois mariés. Cela les aidera beaucoup à trouver des solutions lorsque des désaccords se présenteront. Puisque les différences de caractère peuvent être facilement détectées et qu'elles influent grandement sur notre comportement, j'encourage les couples qui envisagent sérieusement le mariage à réfléchir ensemble à ces questions. Afin de comprendre quels sont leurs tempéraments respectifs, rien ne vous préparera davantage au conflit rien ne vous préparera davantage aux conflits qui surgiront inévitablement. Pour vous aider, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous prêter l'un à l'autre à un test de personnalité, puis discuter ensemble des résultats obtenus. Certains de ces tests se distinguent en 4 types de caractères: mélancolique, flegmatique, sanguin et colérique. Il peut être utile pour votre couple de découvrir les points forts et les points faibles de chacun de ces tempéraments de base. Cela vous donnera des pistes de discussion et vous aidera à mieux comprendre le caractère de celui ou de celle que vous aimez. Ainsi, il vous sera plus facile d'accepter sa manière de réagir dans une situation donnée. Discutez-en. Sur une échelle de 1 à 10, évaluez votre tempérament. 10 égale très marqué, 1 égale très peu marqué. Êtes-vous A, optimiste, B, pessimiste, C, ordonné, D, désordonné? Donc, vous marquez de 1 à 10 selon ce qui a été dit. 10 qui est très marqué ou 1 très peu marqué. E, loquace, F, introverti. G, dynamique, H, flegmatique. I, rationnel, J, intuitif. K, organisé, L, spontané. Numéro 2. Encouragez la personne que vous fréquentez à faire l'exercice ci-dessous, puis discutez ensemble de vos réponses en les illustrant par des exemples concrets.